Bienvenue dans Politique numérique, alias Pollen. C'est l'émission politique sur le numérique. Je suis Delphine Sabatier. Ici, je reçois des élus, puis des penseurs du numérique pour débattre de ces sujets. Ces politiques publiques qui sont menées au niveau local, national et à l'échelon européen en matière d'innovation. Alors aujourd'hui, cet épisode est consacré à la lutte contre le terrorisme à l'ère de l'IA. Et mon invité politique est Nathalie Goulet. Bonjour. Bonjour. Sénatrice de l'Orne, membre du groupe Union centriste au Sénat. Vous êtes vice-présidente de la Commission des lois, auteure de l'abécédaire du financement du terrorisme, puis de l'argent du terrorisme aux éditions Le Cherche Midi. Vous avez initié et présidé une commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe de manière assez précoce, je dois dire. Puis en 2016, vous présentez un rapport sur le financement du terrorisme à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Plus récemment, vous avez organisé une conférence au Palais du Luxembourg sur le sujet de notre discussion aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme à l'ère de l'IA. Alors, vous avez écouté des experts, vous avez étudié le fonctionnement des organisations terroristes. Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui avec l'IA ? Je ne dirais pas que c'est une source d'inquiétude. Je dirais que la lutte contre le terrorisme qui se fracasse sur l'intelligence artificielle crée des perspectives multiples. D'abord, je pense qu'il y a globalement une très mauvaise connaissance du sujet. De l'IA ou de la lutte contre le terrorisme ? De l'IA. Okay. La lutte contre le terrorisme a fait quand même l'objet, en 10 ans, d'énormément de progrès. Et de quel côté de l'IA ? Justement du contre-terrorisme ? Non. Je pense que l'intelligence artificielle est un sujet sur lequel les parlementaires ne se sont pas suffisamment impliqués. D'accord. En matière de cybercriminalité ou en matière de nouvelles technologies, je pense qu'il y a extrêmement peu de parlementaires qui peuvent vous expliquer la blockchain, par exemple. Je crois que de ce point de vue-là, il y a une mauvaise appréciation au sens littéral du terme de ces nouvelles technologies dans leur ensemble. Absolument, bon. C'est vrai qu'on compte les parlementaires sur les doigts de la main. Voilà, et je m'inclus aussi dans les gens qui ne comprennent rien, ce qui me permet de ne pas être trop décalé et de rester à mon modeste niveau. Mais ceci étant, il faut constater que les groupes terroristes utilisent l'intelligence artificielle pour des raisons très simples. D'abord, ça démultiplie évidemment la vitesse des messages, évidemment. En plus, ça permet des manipulations multiples d'images, de sons et d'images, etc. Donc c'est un outil qui évidemment a évidemment été immédiatement pris en main, à la fois par des délinquants, par les criminels, mais aussi par les terroristes pour faire passer un certain nombre de messages. Donc là, vous parlez de la partie propagande, oui. Diffusion de messages, oui. De haine, incitation de passage à l'action, par exemple. Bien sûr. Et puis manipulation de l'opinion. Manipulation de l'opinion. Alors, j'ai un petit document là. En général, je n'ai pas beaucoup de papier, mais celui-là me semblait quand même intéressant parce qu'en 60 secondes, on compte 1,3 million de connexions à Facebook, 4,1 millions de requêtes sur Google, 760 000 heures visionnées sur Netflix, 59 millions de messages instantanés envoyés, 2,5 millions d'images, 305 commandes vocales, 1400 vidéos postées, 1 200 000 vues, 190 millions de courriels envoyés. On est sur 1 minute. Donc vous voyez le vecteur démultipliant des nouvelles technologies et évidemment de l'intelligence artificielle qui rajoute. Alors ça, c'est pour les messages. Ouais. De quelle manière cette intelligence artificielle peut être utilisée aussi comme un outil d'action pour ces organisations criminelles ? D'abord, la manipulation de l'opinion, c'est déjà un premier sujet. Ensuite, une fois qu'elle est manipulée... Parce que vous savez, il y a une étude du MIT qui... Je pense par exemple aux questions de la cybersécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est constaté, l'utilisation de l'IA pour infiltrer... Oui, non, mais évidemment. Mais pardonnez-moi, mais je reviens à puisqu'on parlait de manipulation de l'opinion. Oui. Vous avez une étude du MIT extrêmement intéressante qui dit que, finalement,
que l'information soit fausse ou vraie, ça n'a pas beaucoup d'importance, et que d'ailleurs les gens sont plus enclins à croire une fake news que la réalité. Et donc, partant de cette étude qui est terrifiante, la manipulation de l'information, le fait de passer un message en masse en utilisant l'intelligence artificielle, les réseaux, etc., fait que vous sensibilisez une opinion à une information ou à un contexte qui est déjà frauduleux. Bon, une fois qu'on a dit ça, vous modifiez le verbe, vous utilisez des images de synthèse, vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire en plus dire à des gens qui ne sont pas vraiment les individus en question ce que vous voulez leur dire. Donc, si vous voulez, vous avez une démultiplication de la fake news pour parler à travers les deepfakes. Ouais. Absolument. Alors, donc, ça, c'est une partie, effectivement, des menaces. Si on passe sur la partie utilisation de l'outil de l'IA en matière de cyberattaque, oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose déjà que vous avez constaté lors de vos interviews pour, Alors, oui. Un spécialiste du domaine militaire est intervenu, notamment avec l'usage des drones, pour lequel, évidemment, on utilise aussi l'intelligence artificielle. Et il y a un certain nombre de conflits qui l'utilisent, notamment en Ukraine, mais pas seulement. L'intelligence artificielle sur des beepers, vous avez vu ce que ça a donné au Liban. Alors, je ne sais pas s'il y avait une affaire d'IA derrière les beepers. Ce serait étonnant qu'il n'y ait pas eu d'affaire d'IA dans les beepers. Mais on était vraiment sur un matériel très, très low-tech pour le coup. Mais pour organiser l'ensemble, sûrement pas. Mais vous faites référence aux drones, par exemple. C'est aussi toutes ces nouvelles armes autonomes, finalement, qui aujourd'hui peuvent être préoccupantes. Absolument. Il y a un rapport très intéressant de Jean-Marc Ricli qui était justement au colloque du Sénat, notamment utilisé par l'État islamique, l'IA générative, extrêmement terrifiante. Donc vous avez les manipulations et puis vous avez aussi l'IA générative qui, évidemment, prend le relais. Et tout ça est vraiment très, très inquiétant. Alors, j'ai lu dans Atlantico sur la lutte antiterroriste, vous avez dit ce sera haute technologie contre haute technologie. Mm-hmm. Est-ce qu'on lutte aujourd'hui, selon vous, à armes égales ? Je crois qu'il faut y mettre évidemment beaucoup de moyens. Il ne vous a pas échappé que nos alliés des Émirats arabes unis avaient mis 40 milliards sur la table pour participer à des projets liés à l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'on a un problème globalement chez nous, de formation, d'attractivité d'un certain nombre de métiers et surtout d'une feuille de route qui soit claire sur la durée. Ça suppose de former des étudiants, ça suppose de donner des moyens à nos services de sécurité, de police, de gendarmerie, aussi aux services de renseignement. Ça suppose de former encore plus tous ces personnels qui s'occupent de notre sécurité. Et puis ça suppose aussi, quand on arrive à des degrés de formation extrêmement importants, de les garder dans le circuit. Je vous vois sourire. Mais vous comprenez bien que des gens très bien formés, très au point sur les nouvelles technologies, vont peut-être trouver le service de l'État peu rémunérateur. Moins attractif, oui. Voilà. En tous les cas, il faut avoir le sens de l'État chevillé au corps, et on ne peut pas reprocher à des gens qui ont envie d'une carrière d'essayer de la faire aussi ailleurs qu'au service de l'État si la fonction n'est pas suffisamment rémunérée ou suffisamment attractive en termes de progression de carrière. Bon. Donc, si vous voulez, tout ça suppose un travail important, partagé, et en même temps, on aborde très très rapidement des seuils de limitation à la fois financière et aussi technologique. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste, encore une fois. Moi, je travaille sur des sujets pratico-pratiques. Je travaille sur la lutte contre le terrorisme. Il se trouve qu'à de très nombreuses reprises sur ce sujet, l'intelligence artificielle a été évoquée comme critère aggravant
de la situation, notamment quand elle va se fracasser sur les cryptoactifs, ça va devenir encore... Alors, pour le financement, pour la partie financement. Pour la partie financement, ça, ce sera totalement ingérable, enfin, en tous les cas, très, très difficilement gérable. Et en plus, c'est un sujet qu'on ne peut pas maîtriser. Alors, je parlais avec des spécialistes de la matière, encore une fois, dont je ne suis pas. Il y a une dizaine d'années, dans la commission d'enquête que j'avais engagée sur les réseaux djihadistes à l'époque, en juin 2014, c'est-à-dire 6 mois avant Charlie, on en était à comment on ferme les comptes Facebook, comment on coupe l'Internet. C'était ça le niveau de réflexion auquel on était confronté. C'est-à-dire, fermons les sites. Oui, mais vous souriez, mais c'est... Non, parce que je l'ai tellement entendu, ça. Oui, mais la solution, effectivement, non, mais d'accord, mais on n'est que 10 ans après. Et vous voyez qu'aujourd'hui, cette solution qui nous semblait une évidence, vous voyez comment on la trouve ridicule aujourd'hui. Donc, je pense que des solutions qui seraient immédiates, je pense par exemple au backdoor que la loi sur le narcotrafic voulait instaurer dans les messageries. Accéder en fait aux conversations sur les messageries chiffrées. Finalement, le texte n'a pas évidemment gardé cette disposition qui est absolument pas praticable en réalité, mais qui donnait une espèce d'impression de sécurité. Les services disant, nous, on ne veut pas une backdoor, on veut une front door. Il faut qu'on puisse avoir accès en cas de criminalité organisée, de terrorisme, etc. Il faut qu'on ait accès, mais non, on ne peut pas avoir accès. Donc, si vous voulez, on est là-dedans, on est en dupliquant... Mais ça, vous l'entendez, justement, le contre-terrorisme aujourd'hui, son besoin d'accéder justement à des informations sur des réseaux qui sont difficiles aujourd'hui, difficilement pénétrables, du fait du chiffrement, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme réponse ? Une réponse qui soit pertinente. Oui, non, mais d'accord. Mais enfin, vous savez, on a chez Europol, on a chez Interpol, on a dans les grands services, on a dans nos services de sécurité et de renseignement des gens qui savent très bien faire. Le problème qui n'est pas un problème d'ailleurs, nous sommes dans un état de droit, et il faut que tout ça se fasse dans des conditions... mais c'est pas Pegasus. Vous faites référence à cet article dans la loi narcotrafic, le Sister, je crois, de mémoire, qui a été finalement supprimé. Il a été voté justement au Sénat. Bien sûr. Oui. Ça semblait sur le moment, ça semblait une bonne idée, parce que quand vous voyez les réseaux qui ont été dépecés par Europol, par Interpol, et quand vous voyez ce qu'on a trouvé dedans, très honnêtement, on est content que ces réseaux ne soient plus actifs. Donc, moi, je pense que encore une fois, je crois que la formation n'est pas suffisante, l'entendement n'est pas suffisant en termes de technologie pour qu'on puisse... Mais là, ça a été un moment justement de pédagogie finalement. C'est ça que vous nous dites, que à l'occasion de cette proposition de loi, oui. Ça a permis justement aux parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, de comprendre un peu plus précisément. Mais en plus, on a eu 2 textes qui se sont chevauchés. Ouais. Il y en a eu un sur la cybersécurité et l'autre sur le narcotrafic, avec évidemment des finalités différentes. Mais c'était 2 textes qui se sont croisés sur des sujets identiques et qui proposaient des solutions différentes. Donc ça arrive qu'on soit dans ces conditions-là. Et en matière de textes réglementaires, justement, de législation, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé au niveau européen. Est-ce qu'il vous semble qu'on a les bons outils aujourd'hui du côté du droit pour lutter contre le terrorisme à l'ère de l'IA ? Je pense que notre système est assez solide. Et qu'on a quand même beaucoup de technologies, et que pour l'instant, je crois qu'on peut dire que le nombre d'attentats qui sont déjoués par semaine ou par mois, que une vague d'attentats
massive comme on l'a eu il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, je pense que nos services sont tellement aguerris, et les services de coordination européenne aussi, et la coopération internationale sont vraiment tout à fait au point pour nous permettre de déjouer un certain nombre d'attentats tous les jours. Je pense qu'il faut voir ça à une autre échelle. Le terrorisme aujourd'hui, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est le Yémen. Il y a quand même des zones extrêmement dangereuses dans le monde. Je crois qu'en ce moment, l'Europe est un peu protégée de ce terrorisme, de cette vague de terrorisme comme on l'a connue en 2015. Donc c'est grâce à nos services, grâce aux outils qu'ils utilisent, grâce à leur formation. Il faut vraiment être extrêmement reconnaissant, leur être très très reconnaissant de nous procurer cette sécurité-là. Mais quand on en vient à la criminalité organisée, qui est aussi un sujet très important, on est dans un état de droit. Et en étant dans un état de droit, on est à armes inégales. On est à armes inégales. Voilà. Je vous ai vu d'ailleurs vous impliquer sur ce sujet, parce on aura un débat à la suite de votre entretien sur cette question de tension entre libertés individuelles et, c'est un vieux débat, et sécurité. Un vieux débat, mais qui revient toujours dans l'actualité avec cette ultra-surveillance numérique qu'on voit arriver, qui s'installe. En tout cas, on en débattra après votre entretien. Mais j'ai vu que vous aviez, déjà en 2010, vous demandiez la création d'un groupe de réflexion sur le respect de la vie privée et de la présomption d'innocence à l'heure du numérique, bien justement. Sûr. Bien Donc sûr. Ça, c'est une préoccupation. Mais c'est normal, parce que si vous voulez, aujourd'hui, d'abord, la présomption d'innocence n'existe plus du tout, puisque vous avez le jugement médiatique. Donc, je veux dire, la présomption d'innocence, c'est quelque chose qui n'existe plus. Et d'ailleurs, quand vous voyez le nombre d'avocats qui se pavanent à la télé pour parler du dossier de leurs clients, là aussi, le secret professionnel en a pris quand même un sacré coup. Bon. Donc, on a un sujet sur la présomption d'innocence, et on a aussi un sujet sur la réhabilitation en cas de non-lieu, etc. Enfin, vous voyez bien comment ça se passe. Vous avez un certain nombre de musiciens, d'acteurs, etc., qui sont entraînés dans des procédures qui sortent avec un non-lieu, qui sortent avec une relaxe, etc., et dont la carrière est complètement ruinée parce que le jugement médiatique est intervenu dans l'intervalle avant le jugement des tribunaux. Bon, ce qui est quand même extrêmement scandaleux. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du climat général créé par ces deepfakes, etc. C'est tout ce climat qui conduit aussi à une diminution, une réduction, un effacement de la confiance que les gens peuvent avoir, à la fois dans la parole publique, mais aussi dans les journalistes, dans les médias, etc. Tout ça est un ensemble, vous comprenez ? Donc, parler du terrorisme, il y a un bon côté des choses dont on parlera peut-être dans une minute, mais tout ça s'inscrit dans un contexte. Et quand vous rentrez dans la notion de vie privée, en même temps, les uns ou les autres livreront tellement de nos données en permanence. Vous allez acheter un soutien-gorge, on va vous demander de rentrer vos données pour la fidélité. Vous allez acheter un truc dans les aéroports, on vous propose une carte des magasins dans les aéroports. Vous allez acheter n'importe quoi, on va vous demander de remplir un petit truc pour les soldes. Enfin, je veux dire, vous passez votre journée à remplir et à livrer vos données. C'est tout for tango en même temps. Vous voyez ? Donc, bon, alors après, la protection des données, on a la CNIL qui fonctionne extrêmement bien et qui est extrêmement rigoureuse. Enfin, je veux dire, c'est quand même la Commission nationale informatique et liberté, quand même un sujet extrêmement important. Moi, pour les données, je commencerai à dire arrêtons de les donner. Et la deuxième chose, c'est la souveraineté de leur conservation. Ça, c'est un sujet.
On a justement sur la lutte contre le terrorisme, donc c'est un sujet international. Bien sûr. Vous avez parlé de l'importance de la coopération. Bien sûr. Est-ce qu'on a quand même un sujet, un défi en matière de souveraineté, d'indépendance technologique, en matière de lutte contre le terrorisme au niveau numérique? Mais évidemment, si vous confiez les données des hôpitaux, de la SNCF, de Total Énergie ou de Dieu seul sait quoi à des serveurs qui sont aux États-Unis, des logiciels qui sont aux États-Unis, etc., évidemment, les données de santé chez Microsoft et compagnie, vous voyez bien que ça, c'est quand même une atteinte majeure à notre souveraineté, puisqu'on n'est plus propriétaire de nos données, que le cloud souverain est un vague fantasme, et qu'on n'est plus propriétaire de nos données. Or, aujourd'hui, que ce soit sur l'intelligence artificielle ou sur le reste, l'or noir qu'on n'a pas plus que l'or jaune, c'est les données. Tout le monde le sait. Donc, oui. On a des données qui sont très prisées, justement sur les données de santé. Mais évidemment. Oui. Parce que quand on voit ce qu'ils en font on a quelques trésors. Quand on voit ce qu'ils en font aux États-Unis et comment elles sont monnayables et l'importance de ces données, évidemment. Mais les données de vos achats au quotidien sont tout aussi importantes pour conditionner le côté mercantile de la société. Qu'est-ce que vous avez pensé? Quelle est votre position sur le texte de l'AI Act, justement, qui doit réglementer les usages possibles ou non avec l'intelligence artificielle au niveau européen? Donc, il y a des usages qui sont décidés comme étant à haut risque, notamment la reconnaissance faciale, la biométrie dans les espaces publics. Il y a une exception, justement, une exception d'autorisation de ces technologies dans le cadre de la sécurité nationale, notamment dans le cadre d'enquêtes, par exemple, de lutte contre le terrorisme. Est-ce que ça vous semble justifié, ou est-ce que là, justement, on touche un peu du doigt le débat qui va suivre, mais on commence à atteindre une société d'ultra-surveillance? Non, de toute façon, on aura... ce débat est clivant. Ce débat est forcément clivant parce que les objectifs doivent être conciliables, doivent être conciliés, mais ils sont en même temps totalement antagonistes. Pour les gens qui s'occupent de notre sécurité, il faut des données. Et en même temps, il faut la protection des données. Donc, sachant que il faut pas que ce soit il faut que ce soit un combat qui soit partagé. Parce que si on est le dernier village gaulois à protéger nos données, à pas échanger, à pas faire ceci, à pas faire cela, et que le reste du monde échange ses données, de toute façon, nos données ce sera le 22 à Asnières. Il y a quelqu'un d'autre qui les aura et qui... Donc, moi, je suis assez partagée et pour travailler sur les sujets de criminalité organisée, c'est vrai que évidemment, on a besoin de partager ces données et d'en collecter. Il faut juste qu'elles soient collectées dans des conditions nécessaires et suffisantes et pas excessives. Alors, vous avez dit, on va peut-être évoquer des choses positives. Moi, j'en avais noté une. C'est l'utilisation de l'IA, justement, par le contre-terrorisme, via des chatbots qui permettent de déradicaliser. Alors, vous avez parlé de démonstrations assez impressionnantes. Expliquez-nous. Oui, alors en fait, c'est l'usage par une société américaine qui a créé de bots spécialisés dans la déradicalisation des gens radicalisés, qui savent qu'ils s'adressent à un robot, mais qui préfèrent s'adresser à ce bot plutôt qu'à un individu, car ils ne se sentent pas jugés. Et donc, vous avez évidemment... le bot apprend en fonction des réactions, et donc se crée la sourate, ceci dit cela, et le bot dit mais non, pas du tout, dit autre chose, mais si, mais non, etc. Et donc s'instaure un dialogue avec des résultats, paraît-il, tout à fait exceptionnels en termes de déradicalisation, avec en plus... Vous avez vu des démos? Oui, avec un syndrome qui s'appelle le syndrome d'Elisa, qui est la tendance à considérer le bot comme un humain.
Et donc, il y a une espèce d'humanisation du dialogue qui se crée, et c'est ce qui se passe ailleurs. Par exemple, sur les réseaux, ou alors vous avez vu ça au Japon ou ailleurs, avec une affectivité particulière pour des animaux virtuels ou ce genre de choses, alors que les gens savent très bien que c'est du virtuel. On fait tout ça déjà avec nos petits assistants intelligents dans nos smartphones, ou même avec le GPS dans la voiture. Il y a un anthropomorphisme naturel, en fait. Non, je sais pas. Enfin, moi, je fais pas encore ça. Moi, non. je fais ça m'arrive, j'avoue. Moi, pas encore, mais bon. Tout en étant conscient, comme vous dites, qu'on s'adresse à un logiciel, finalement. Oui, mais à part pour le GPS qui me donne des ordres. En même temps, je conduis pas, mais voilà. Donc, non, moi, je suis pas sensible à ça, mais je suis pas sensible aux animaux non plus. Donc, si vous voulez, voilà. Mais si vous voulez, vous avez ça, c'est quand même un comportement qui va nécessiter, qui nécessite et qui d'ailleurs appelle beaucoup de commentaires et beaucoup d'études, parce que c'est quand même extraordinaire. Et ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la perte de confiance dans l'autre. Et finalement, le bot est finalement un partenaire qui ne juge pas, qui finalement a des opinions personnelles parce qu'il apprend. Mais a priori, ces gens ont plus confiance dans ce bot que de quelqu'un qui va essayer de les déradicaliser. Et ça fonctionne très très bien. Eh ben, on va terminer sur cette note positive. Nathalie Goulet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Politique numérique, alias Pollen, votre émission politique sur le numérique. Alors je vous l'ai dit, à suivre, on aura un débat sur la sécurité versus les libertés individuelles ou cette ère de l'ultra-surveillance numérique. N'hésitez pas à partager en commentaire votre propre regard sur ces questions de société numérique et d'intelligence artificielle. Pollen est disponible sur la plupart des plateformes de podcast et puis sur ma chaîne YouTube. C'était Delphine Sabatier. Je serai ravie de vous y retrouver. À très bientôt. Merci beaucoup.